particularité un peu rigolote. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui j'ai la chance de suivre Mathis qui prépare la Mini Transat 2025, c'est une course en solitaire. Et aujourd'hui on va suivre son entraînement pour voir comment il s'organise pour réaliser un tel projet. Mathis, Salut, merci bienvenue. d'être là. Merci beaucoup, merci de nous accueillir sur le bateau. Bienvenue à Est-ce bord. que tu peux te présenter puis expliquer quel est le projet que tu souhaites faire cette année? Alors, je m'appelle Mathis Boignon, j'ai 28 ans. Voilà, je suis franco-suisse et navigateur du coup. Je prépare ce qu'on appelle la Mini Transat. Donc, c'est, on va dire, il y a un peu la Vendée Globe que tout le monde connaît, c'est la Formule 1. Et puis là, la Mini Transat sur des Mini C50, c'est la Formule 3. Et c'est un bateau en solitaire, un petit bateau de 6,50 m de long. Et le projet, c'est de faire cette Mini Transat, qui est la course un peu reine de la catégorie, qui est une traversée des Sables d'Olonne, Canaries, première étape, puis Canaries-Guadeloupe. Voilà, sans moyen de communication avec la Terre, c'est la particularité de cette transat sur ces petits bateaux. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce projet? Pourquoi tu t'es lancé? Pourquoi j'ai fait de la voile? Alors il y a un environnement familial fort quand même. Voilà, mon père Yvan Bourgnon et puis mon oncle Laurent qui était navigateur. Malgré ça, moi très jeune, je faisais pas de voile. Je m'y suis mis vraiment tard. Je faisais plein d'autres sports, basket, tennis, même karting. J'ai tout essayé. Et puis c'est vers 20 ans en fait où pendant les études d'ailleurs. J'ai commencé après à faire des régates, donc ce qu'on appelle inshore, c'est-à-dire proche des côtes. Même des raids, toujours en catamaran, des petits, voilà, les petits Hobie-416 que vous voyez au bord de la plage, un petit peu plus grands, et à faire des compétitions. Donc j'ai commencé avec mon père qui cherchait un équipier après qu'il ait vu que je fasse des régates étudiantes. Il s'est dit bah essaye avec moi, j'ai essayé, puis ça a tout de suite très bien marché. On a fait champion d'Europe, 3e mondial. Et puis voilà, c'est des compétitions en tour de bouée, quand on dit inshore, c'est des compétitions construites qui durent quelques heures dans la journée. Et nous, on aimait bien les courses un peu plus longues, quand c'était des raids de 6-7 heures. Et donc, j'ai fait mes armes là-dedans. Après, je suis monté en Easy to Fly, qui est vraiment des bateaux à foil impressionnants, qui vont super vite. Et donc là, on est contre des champions olympiques, des champions du monde, des équipes de l'America's Cup, de SailGP. Et là, c'était vraiment de la compétition dure, olympique, précise dans l'exercice. On est passé de tout le temps gagner à tout le temps être en fin de classement. Le volant va être un peu loin après. Moi, je travaille chez WIP en Suisse, qui est une entreprise qui est dans les équipements nautiques, les casques de protection, les gilets de protection, les combinaisons. Et je vois une annonce pour un Mini C50. Alors déjà, on m'en avait parlé en disant, voilà, il faut que tu essayes, c'est vraiment la meilleure école de course au large, c'est un circuit super sympa. Et on tombe sur une annonce de ce bateau. J'en parle tout le temps au travail, tout le temps. Et mon patron me propose un deal. Il m'a dit, bah voilà, t'as pas assez d'argent pour acheter le bateau, mais moi, je te l'achète. Et donc, je te mets à disposition le bateau et puis je te laisse ta chance, tu essayes, tu tentes, tu développes des produits pour l'utilisation. Chez WIP, tu continues de travailler aussi un peu pour moi. Trop bien. Et tu tentes ta chance. Et donc, le projet s'est lancé, voilà, de fil en aiguille, comme ça, étape par étape, on est arrivé à tenter sa chance en Mini Transat. Là, c'est des bateaux SCO avec ce nez rond qui permet vraiment de ne pas enfourner. C'est une course qui est souvent au portant et donc on a vraiment l'avant du bateau qui ricoche par-dessus l'eau, comme une planche de surf. On va avoir un grand bout dehors qu'on appelle un tangon. C'est ce qui permet, ce que vous avez vu sur le SPI, qui permet d'avoir une grande voile d'avant et qui pivote vers l'avant. C'est dérive, voilà, comme le mot l'indique, de ne pas dériver, une de chaque côté. Ça, il y en a à peu près sur pas mal de bateaux, mais pas en série. Ça, c'est vraiment réservé que pour les prototypes. Et une autre particularité un peu rigolote qu'on a sur nos petits bateaux, c'est qu'on a nos deux gouvernails, nos deux safrans à l'arrière qui peuvent se relever. Et donc là, par exemple, je relève un safran. Ça permet d'avoir un peu moins de traînée dans l'eau. Et ça permet, voilà, souvent, il n'y a pas besoin d'avoir les deux. On a des panneaux solaires. Alors là, j'en ai qu'un qui est protégé pour l'instant, mais je prévois d'en mettre un deuxième. Aux Alizés, c'est quand même important l'énergie, d'avoir cette énergie solaire constamment dans le bateau. Dans mon bateau, je suis très souvent ici en fait. Donc j'ai mon petit siège, ma petite cabine ici. Je vois tout, je vois autour, je vois mes écrans. J'ai la barre pas loin, les écoutes. Donc moi j'aime bien, ça me fait une petite habitation. Puis je peux vous montrer rapidement. Oh. Là c'est mon lieu de vie. J'ai mon GPS ici, qui n'a pas de cartographie à l'intérieur. J'ai vraiment juste des waypoints en fait. J'ai ma position, puis moi je place des waypoints pour essayer de tracer la côte, que je ne m'échoue pas. Et les points importants pour la course,
Ça, c'est ma console de pilote, quand je veux envoyer mon pilote automatique. Ça, c'est mon baromètre. Et puis là, j'ai ma commande sur les batteries qui me donne où j'en suis. Ça aussi, c'est le réglage de la pile. Et si vous regardez après en dessous, il y a la pile à combustible qui me donne l'énergie, les batteries et le radeau de survie qui se situe ici dans la descente derrière moi. Et je passe le clair de mon temps, en fait, assis là sur les côtés. De préparation, combien de temps ça t'a demandé, puis quelles sont les différentes étapes, tu sais, si tu peux nous expliquer comment tu as fait pour avoir le bateau, comment tu te prépares, niveau sponsor, niveau toi aussi ta préparation de la course en solitaire. C'est un bon dossier. On a l'habitude de dire qu'on est un peu chef d'entreprise quand on monte ces projets-là. Déjà parce qu'on est souvent un peu seul, hein, il n'y a pas grand monde pour faire les choses à sa place. Mais l'idée, voilà, il y a quand même beaucoup, c'est au début les financements. On peut rien faire sans. Donc trouver les sponsors pour les frais de financement. Moi j'avais de la chance, j'avais le bateau à disposition, donc c'est déjà plus de 100 000 euros de dégagés qui sont pas à trouver. Il n'y a pas d'emprunt non plus. Beaucoup font des emprunts bancaires. Donc, j'avais cette chance. Et maintenant, la difficulté, c'était de trouver pour les frais de fonctionnement, qui reste quand même aussi une très belle somme, quasiment autant le prix du bateau au final. Et voilà, c'est vraiment les nouveaux jeux de voile, toute cette préparation du bateau, ça prend, j'ai envie de dire, allez, 8 mois sur les 12. C'est de la recherche de sponsors et de la préparation du bateau. On casse des choses, on les répare, on les fait refaire, on voit qu'est-ce qu'on peut améliorer, on bricole, on fait sortir, on navigue avec des sponsors, on fait des interventions, des conférences. Ça, c'est vraiment le gros du temps qu'on passe. Et en fait, on passe très peu de temps en mer. C'est ça. Bon, on passe quand même pas mal de temps, je critique, mais on passe quand même beaucoup de temps aussi à naviguer. Y en a qui s'entraînent beaucoup. Moi, j'ai pas encore la chance d'avoir assez de budget pour m'entraîner. Alors moi j'ai estimé que j'avais des bases assez solides là-dedans, donc ma faiblesse c'était vraiment trouver de l'argent. Okay. Donc j'ai essayé de mettre un peu de côté la préparation physique et j'ai mis pendant très longtemps la préparation mentale de côté pour me consacrer à trouver de l'argent, en me disant si j'avais pas d'argent de toute façon ça servait à rien de me préparer physiquement et mentalement. Donc j'ai corrigé pas mal de petits défauts sur la préparation mentale. La préparation physique, j'avais de la chance d'avoir des très bonnes bases parce que les bateaux d'avant étaient très physiques. Okay. Et donc j'ai un petit peu mis de côté, je dois l'avouer, sur ces bateaux. Mais c'est des petits bateaux, en fait, c'est pas la force physique ne fait pas la différence. Vraiment la tactique, la connaissance, tes réglages, ta préparation du bateau qui fait que tu peux battre tes adversaires. Okay. Et donc, et le mental. En fait, la préparation mentale est beaucoup plus importante que la préparation physique parce que c'est des petits bateaux, c'est à taille humaine. Le plus dur, c'est peut-être bouger ses sacs à l'intérieur du bateau. Comme on est en solitaire, il y a vraiment une gestion de s'endormir au bon moment et puis s'endormir bien, arriver à récupérer rapidement et arriver à caler ses heures de sommeil. Souvent, ce qui se passe, vous avez peut-être entendu parler de ça avec le Vendée Globe, mais on fait des siestes de 20 minutes, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Et puis on ouvre les yeux, on vérifie que tout se passe bien et puis pouf, on peut se rendormir. Et si le temps le permet, on peut faire ça pendant plusieurs heures. Okay. Ça, tu t'entraînes ou pas sur terre déjà ou tu le réserves pour le jour J Non, j'avais la chance aussi d'avoir été entraîné à dormir en catamaran. Okay. Et là, pour le coup, c'est des conditions vraiment extrêmes quand on dort sur un catamaran, parce qu'on est en même temps qu'on dort, on est sous les vagues, on se fait asperger, on a le risque de chavirer. Et donc j'ai eu cette chance d'apprendre à dormir dans des conditions vraiment extrême de stress, quoi. Et donc là, je me suis retrouvé sur un bateau habitable, donc j'étais pas mouillé pendant que je dormais, je pouvais pas chavirer, donc j'ai pu avoir des bonnes bases pour ce sommeil. La difficulté, par contre, c'était d'arriver à bien le placer dans ta course. Quand est-ce que c'est intéressant d'aller dormir? Quand est-ce que c'est intéressant d'être réveillé 30 heures de suite parce qu'il faut être au taquet? Donc c'est plutôt cet exercice où j'ai dû m'adapter. J'ai fait le choix de représenter Assomast pour cette transat. L'histoire un peu personnelle, c'est que j'ai une cousine qui est touchée par une maladie qui concerne cette association, qui est une maladie vraiment emmerdante et dégénérative sur les tissus adipeux, les tissus organiques. Et c'est des personnes voilà, c'est vraiment une maladie niche. Personne ne connaît, il n'y a pas de traitement, il n'y a rien. L'idée, c'est du coup, moi je ne peux pas l'aider directement, je ne suis pas médecin, mais c'est d'aller aider indirectement ces personnes, dont ma cousine, en mettant en avant l'association Assomast, qui est gérée par des malades en plus, donc c'est vraiment pas simple pour eux. Mais voilà, l'idée c'est de porter le nom du bateau sur cette course qui sera Assomast et de porter les couleurs d'Assomast sur cette mini transat, de faire connaître la cause. C'était la petite présentation de mon projet, Mathis Bourgnon sur cette mini transat.
Vous pouvez suivre l'aventure sur mon Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. J'essaye de partager tout ce qui se passe en course, parce qu'on ne peut pas partager pendant les courses, mais après les courses, je partage ce qui se passe en mer. Et puis, je suis encore à la recherche de partenaires pour cette transat et ce retour à la voile. Et voilà, n'hésitez pas surtout à faire un tour sur Assomast, se renseigner et comprendre la cause. C'est important aussi, ça permet au projet d'être utile en plus, avoir cette dimension humaine. Donc merci, à très vite et on se retrouve en mer. Bon vent.